Dans l'univers physique, l'idée du néant peut n'exister qu'en théorie et non dans la réalité. Même si nous retirons toute énergie de l'univers, il ne devient pas réellement vide. Actuellement, l'univers semble rempli de diverses choses comme la matière, le rayonnement, l'antimatière, les neutrinos et la mystérieuse matière noire et énergie sombre. Même si nous devions enlever chaque fragment d'énergie, l'univers créerait encore de nouvelles formes d'énergie. Pourquoi cela se produit-il? C'est comme si l'univers lui-même ne comprenait pas notre idée de néant du tout. Si nous devions éliminer toute énergie, ne laissant que l'espace vide, nous pourrions nous attendre à ce que l'univers soit à zéro absolu sans particules. Étonnamment, ce n'est pas le cas. Même si nous faisons artificiellement apparaître l'univers comme vide, son expansion produirait encore du rayonnement. Cela continue dans un futur lointain ou même remonte à l'époque avant le grand Big Bang Show. Il se trouve que l'univers ne devient jamais vraiment vide. Avec tout cela, est-il vraiment possible que l'univers soit vraiment venu du néant? Nous sommes certains que quelque chose existe toujours, même si nous retirons les particules, les antiparticules, les photons et les quantas d'un espace. L'espace vide demeure toujours. Si nous nous éloignons de toute masse ou source d'énergie, nettoyons l'espace des champs électriques, magnétiques et gravitationnels externes, et empêchons les photons ou les ondes gravitationnelles d'entrer, une sorte de néant physique existe encore. Dans cet espace vide, les champs quantiques persistent, les constantes fondamentales et les lois de la physique restent. Il existe une énergie de point zéro inhérente à cet espace, avec une valeur finie, positive et non nulle. Cela semble être le plus proche que nous puissions atteindre du néant dans notre univers. Bien que vous puissiez imaginer un état encore plus proche du néant, il n'a pas de réalité physique. Aucune expérience ne peut créer une telle condition. Adhérez à la science, et nous pouvons dire que quelque chose existe toujours parce que le vrai néant ne peut coexister dans notre univers. Cependant, quand il s'agit de la question de pourquoi c'est le cas, la science n'a actuellement pas de réponse. Ici, dans notre univers aujourd'hui, il est très clair que l'espace est tout sauf vide. Dans toutes les directions où nous regardons, nous voyons des étoiles, du gaz, de la poussière, d'autres galaxies, des amas de galaxies, des quasars, des rayons cosmiques et même des rayonnements à la fois de la lumière des étoiles et des restes du Big Bang lui-même. Si nous avions de meilleurs yeux, ou disons des outils supérieurs à notre disposition, nous pourrions également détecter les signaux que nous savons devoir être là-bas. Cela inclut les ondes gravitationnelles de toute masse accélérant à travers un champ gravitationnel changeant, les signaux insaisissables de ceux qui constituent la matière noire et une vue plus complète des trous noirs, actifs et dormants, au-delà de ceux émettant le plus de rayonnement. Tout. Ce que nous observons se produit dans un univers qui n'est pas statique, mais qui évolue continuellement. D'un point de vue physique, il est fascinant de comprendre comment notre univers change à grande échelle. Le tissu de notre univers, connu sous le nom d'espace-temps, est en expansion. Cela signifie que si vous placez deux points éloignés dans votre espace-temps, la distance propre entre ces points, le temps qu'il faut à la lumière pour voyager entre ces points et la longueur d'onde de la lumière voyageant d'un point à l'autre augmentent tous avec le temps. L'univers ne fait pas que s'étendre, il se refroidit également en raison de cette expansion. Au fur et à mesure que la lumière s'étire vers des longueurs d'onde plus longues, elle se déplace vers des énergies plus faibles et des températures plus froides. L'univers était plus chaud dans le passé et deviendra encore plus froid dans le futur. Tout au long de ce processus, les objets avec masse ou énergie dans l'univers sont attirés les uns vers les autres, formant des amas et créant un vaste réseau cosmique. Si vous pouviez d'une manière ou d'une autre éliminer tout cela, toute la matière, tout le rayonnement, chaque quantité d'énergie, que resterait-il? D'une certaine manière, vous auriez l'espace vide lui-même, toujours en expansion, suivant toujours les lois de la physique et toujours soumis à l'influence des champs quantiques qui imprègnent l'univers. Ceci représente l'approximation physique la plus proche d'un véritable état de néant, et pourtant, elle adhère à des règles physiques spécifiques. Pour un physicien dans cet univers, retirer tout le reste créerait un état irréaliste qui ne correspondrait plus à l'univers que nous habitons. Cela implique que ce que nous interprétons actuellement comme l'énergie sombre existerait encore dans cet hypothétique univers de néant. En théorie, si vous prenez chaque champ quantique dans l'univers
et le régler à sa configuration d'énergie la plus basse, vous atteindriez l'énergie de point zéro de l'espace. Cela signifie qu'aucune énergie supplémentaire ne peut en être extraite pour effectuer un travail mécanique. Dans un univers avec de l'énergie sombre, une constante cosmologique ou l'énergie de point zéro des champs quantiques, il n'y a aucune raison de supposer que l'énergie de point zéro serait véritablement nulle. Alors que l'univers continue de s'étendre et de se refroidir, il y aura un avenir lointain où le rayonnement deviendra le composant dominant, surpassant les autres formes de matière et de rayonnement, avec seulement l'énergie sombre étant plus dominante. Cependant, il y a une autre période dans l'univers, non pas dans le futur mais dans le passé lointain, où quelque chose d'autre dominait à part la matière et le rayonnement. Pendant l'inflation cosmique, avant le grand Big Bang Show, notre univers était en expansion à un rythme incroyablement rapide et constant. Au lieu d'être dominé par la matière et le rayonnement, le cosmos était régi par l'énergie de champ de l'inflation, similaire à l'énergie sombre d'aujourd'hui, mais beaucoup plus puissante et en expansion à un rythme beaucoup plus rapide. Si l'inflation éternelle est correcte, mais que le temps est toujours fini, d'où l'univers pourrait-il avoir origine après tout? Il doit y avoir eu un commencement, n'est-ce pas? Pour aborder cette question de manière approfondie, démêlons trois concepts souvent confondus et discutons de chacun séparément. Le grand Big Bang Show tel qu'il se rapporte à notre univers, la théorie de l'inflation cosmique ou cosmologique, et son rôle précédent et préparant le Big Bang. La question d'un commencement ultime ou d'une origine pour notre univers, et pourquoi à la fois l'inflation et l'idée originale du Big Bang pourraient-ce ne pas fournir une réponse satisfaisante à cette question. Au début du XXe siècle, une synthèse révolutionnaire s'est produite lorsque 4 pièces d'information cruciales, une théorique et 3 observationnelles, ont convergé. Une percée théorique d'Alexander Friedman dans le cadre de la relativité générale d'Einstein, démontrant qu'un univers uniformément rempli de toute forme de matière et d'énergie ne peut rester statique et stable, mais doit soit se dilater, soit se contracter. Le taux d'expansion ou de contraction est déterminé par la densité énergétique globale de l'espace. Le travail observationnel d'Henrietta Leavitt, établissant une relation entre la période de brillance et de faiblissement des étoiles variables de type céphéide et leur luminosité intrinsèque, connue sous le nom de relation période-luminosité. Les observations de Vesto-Slipher, mesurant le décalage de la lumière, rouge ou bleue, à partir du cadre de référence de notre système solaire dans les nébuleuses spirales et elliptiques, plus tard identifiées comme des galaxies. Ces observations indiquaient que ces galaxies s'éloignaient de nous à des vitesses incroyablement élevées. Edwin Hubble, avec Milton Humason, a identifié les mêmes types d'étoiles variables que Henrietta Leavitt avait étudiées dans ces nébuleuses spirales et elliptiques. Cela leur a permis de mesurer les distances de ces galaxies et de confirmer leur nature extragalactique. La combinaison de ces 4 éléments d'information a conduit à la formulation de l'idée de l'univers en expansion. Si l'univers se dilate, cela implique qu'au fur et à mesure que le temps avance, l'espace lui-même s'étend. En conséquence, la matière dans l'univers devient moins dense, car bien que la matière soit constituée d'un nombre fixe de particules, le volume qu'elle occupe augmente à mesure que l'espace s'étend. Par conséquent, l'univers devient moins dense avec le temps. Le rayonnement, tel que les photons ou les ondes lumineuses, non seulement se dilue à des densités plus faibles, mais comme l'espace lui-même s'étire sur de plus grandes distances, l'énergie de chaque onde lumineuse s'étire également. Cela fait que l'univers ne se dilate pas, et ne se dilue pas seulement, mais se refroidit également. Maintenant, si nous considérons ce qui est arrivé à la matière et au rayonnement dans l'univers en remontant le temps, les conditions exactement opposées se produiraient. Dans le passé, quand l'univers était plus jeune, il aurait été plus dense et plus chaud. En remontant encore plus loin, toute la matière et le rayonnement auraient occupé un volume plus petit, rendant l'univers plus dense. La lumière qui a été étirée par l'expansion cosmique, lorsque le temps est inversé, aurait eu sa longueur d'onde raccourcie, conduisant à des conditions plus chaudes et à des températures plus élevées. Si vous imaginez remonter tout le chemin aussi loin que les lois de la physique le permettent, vous arriveriez à un état singulier où toute la matière et le rayonnement étaient contenus dans un seul point de densité et de température infinie. Le concept original du Big Bang a conduit à la formulation de 5 prédictions fondamentales sur les conditions chaudes et denses de l'univers primitif.
Ces prédictions sont devenues la pierre angulaire de la théorie du Big Bang. L'univers devrait présenter une expansion, prouvée par une relation claire de décalage vers le rouge et de distance parmi les objets extragalactiques. L'univers devrait avoir commencé de manière quelque peu uniforme, avec des structures telles que les étoiles, les galaxies, les groupes ou amas de galaxies, et une toile cosmique à grande échelle se formant et évoluant progressivement dans le temps. L'univers était plus chaud dans le passé lointain, atteignant une température où les atomes neutres stables ne pouvaient pas se former, ce qui a conduit à la prédiction d'un fond de rayonnement relique, connu sous le nom de fond diffus cosmologique observable aujourd'hui. Dans l'univers extrêmement chaud du début, les noyaux atomiques ne pouvaient pas se former de manière stable, prédisant les abondances relatives des éléments légers, hydrogène, hélium, lithium et leurs isotopes, formés dans l'univers primitif. L'univers était autrefois si chaud que les neutrinos jouaient un rôle crucial. Cette prédiction a été récemment confirmée, suggérant que les neutrinos cosmiques devraient laisser des empreintes détectables à la fois dans la structure à grande échelle et dans le rayonnement résiduel du Big Bang. Avec un soutien observationnel solide pour toutes les 5 prédictions, la théorie du Big Bang est restée incontestée comme la principale explication de l'univers primitif depuis le milieu des années 1960, coïncidant avec la découverte du fond diffus cosmologique. Pendant que les preuves soutenant la théorie du Big Bang chaud s'accumulaient dans les années 1960 et 1970, certains puzzles ont émergé que le Big Bang seul ne pouvait pas expliquer. Plusieurs observations contredisaient l'idée que l'univers provenait d'un état singulier de température et de densité extrêmement élevés. 3 de ces énigmes sont particulièrement remarquables. Premièrement, nous avons le problème de l'horizon. Lorsque nous regardons dans différentes directions, l'univers semble avoir la même température et densité partout. Cependant, depuis le début du grand Big Bang chaud, ces régions n'ont jamais eu le temps de communiquer, d'échanger des informations ou d'atteindre un équilibre thermique les unes avec les autres. La question se pose, comment ont-elles évolué pour avoir la même température et les mêmes conditions partout? Deuxièmement, nous avons le problème de la platitude. Dans un univers en expansion, il y a une interaction constante entre le taux d'expansion initial qui éloigne les choses et les effets gravitationnels qui tentent de tout ramener ensemble. Dans notre univers, ces forces opposées semblent parfaitement équilibrées, résultant en un univers exactement plat dans l'espace. La question est, pourquoi notre univers est-il né avec ses propriétés spécifiques? Et troisièmement, nous avons le problème du monopôle ou des reliques anciennes. Si l'univers a atteint des températures et des conditions énergétiques arbitrairement élevées, pourquoi n'y a-t-il pas de reliques exotiques lourdes, telles que des neutrinos droits et des monopôles magnétiques? Selon la théorie, ces particules devraient être observables et présentes aujourd'hui. Au lieu de simplement accepter ces conditions comme étant la façon dont l'univers est né, ce qui va à l'encontre de l'approche scientifique, les scientifiques cherchent un mécanisme qui pourrait exiger et établir ces conditions initiales. La solution à ces énigmes cosmologiques a émergé en 1980 grâce à un article révolutionnaire d'Alan Guth. Il a proposé qu'une phase initiale rapide et inexorable d'expansion exponentielle, où l'énergie de l'univers n'était pas distribuée parmi les particules de matière et de rayonnement, mais était inhérente au tissu de l'espace lui-même via un champ ou un autre mécanisme, pourrait résoudre tous les 3 problèmes. Pour le problème de l'horizon, le fait que l'univers ait la même température et densité partout s'explique par le fait qu'autrefois, les choses étaient connectées causalement. Cette connexion a été étirée pendant la phase initiale de l'expansion de l'inflation, conduisant aux conditions observées. Pour le problème de la platitude, l'inflation a étiré l'univers à un tel point que, quelle que soit sa condition initiale, la partie visible semble indiscernable d'être plate aujourd'hui. Et pour le problème du monopôle, l'absence de reliques anciennes lourdes s'explique par le fait que l'inflation empêche l'univers d'atteindre des énergies ou des températures arbitrairement élevées. La température maximale atteinte après la fin de l'inflation évite la création de ces reliques. L'inflation a non seulement fourni un mécanisme pour expliquer ces observations, mais a également offert une alternative puissante au modèle standard du Big Bang chaud. De plus, à mesure que des problèmes supplémentaires étaient résolus pour montrer comment un univers isotrope,
et homogène du début pouvait être restaurée après l'inflation, il est devenu clair que l'inflation pouvait servir de mécanisme quantique pour semer l'univers avec des imperfections initiales, ou les graines de la structure cosmique. Finalement, cela a conduit aux structures détaillées que nous observons aujourd'hui. Dans les années 1980, la théorie de l'inflation a fait des prédictions spécifiques et testables sur les graines de la structure cosmique qui devraient être observables à la fois dans le fond diffus cosmologique et dans la structure à grande échelle de l'univers. Ces prédictions, formulées il y a des décennies, ont été confirmées par des observations réalisées des années 1990 à aujourd'hui, notamment un spectre presque, mais pas parfaitement, un variant d'échelle d'imperfection, des fluctuations de densité et de température, des imperfections de densité qui sont 100% adiabatiques et 0% isocourbes, des fluctuations sur des échelles supérieures à l'horizon, plus grandes que ceux qu'un signal se déplaçant à la vitesse de la lumière dans un univers en expansion pourrait créer une température maximale finie pour l'univers pendant le grand Big Bang Show, nettement inférieure à l'échelle de Planck. Parce que l'inflation implique une expansion exponentielle de l'espace, plutôt que de se terminer par une singularité comme le modèle original du Big Bang, elle peint un tableau différent du commencement. Au lieu d'une émergence du temps et de l'espace à partir d'un état singulier, l'inflation suggère une expansion rapide menant à un grand Big Bang. Maintenant, nous sommes confrontés à la question profonde du véritable commencement de l'univers, si un tel concept est même applicable. Dans le contexte du grand Big Bang Show sans inflation, nous pourrions extrapoler en arrière et atteindre un état singulier où la taille de l'univers s'approche de zéro en un temps fini. Cependant, l'inflation complique cette image. L'expansion exponentielle qu'elle induit rend impossible l'extrapolation jusqu'à une singularité. Avec des exponentielles, atteindre un état où l'univers avait une taille nulle prendrait un temps infini. Pour compliquer encore les choses, les preuves observables de l'inflation ou les fluctuations quantiques générées par les processus inflationnistes ont laissé des empreintes sur notre univers visible, correspondent seulement aux 10 puissance moins 32 dernières secondes avant que l'inflation ne donne naissance au grand Big Bang Show. Si nous espérions repousser un commencement singulier à une époque plus ancienne, l'inflation anéantit ces espoirs. Il n'y a rien que nous puissions observer qui fournit des informations sur CE qui, le cas échéant, a donné naissance à l'inflation. Un aspect captivant de l'inflation est connu sous le nom d'inflation éternelle. Lorsqu'on examine les détails du fonctionnement de l'inflation, pratiquement tout modèle qui résout avec succès les problèmes du Big Bang original et produit les effets quantiques nécessaires pour semer l'univers avec des imperfections, conduira à un scénario où, bien que l'inflation se termine dans certaines régions comme la nôtre, il y aura infiniment plus de régions environnantes où l'inflation continue, générant plus d'espace qui continue à se gonfler. En essence, une fois que l'inflation commence, elle efface toute information sur CE qui existait auparavant, et l'état inflationniste persistera indéfiniment dans le futur. Occasionnellement, en raison de fluctuations quantiques similaires à celles qui sèment la structure de l'univers, il y aura des régions individuelles où l'inflation se termine, menant à un grand Big Bang Show. Cependant, ces régions seront largement dépassées en nombre par les zones où l'inflation continue éternellement. Il est remarquable de noter qu'aucune de ces régions indépendantes avec des Big Bangs ne se chevauchera jamais, car l'univers inflationniste les éloigne les uns des autres. Malgré son attrait, l'inflation éternelle a ses limites. Elle est seulement éternelle dans le futur, pas dans le passé. En fait, il a été prouvé que les espaces-temps inflationnistes ne sont pas complets dans le passé et doivent avoir eu pour origine un état antérieur non inflationniste et possiblement singulier. On ne peut éviter la question de l'incomplétude passée en se tournant vers des alternatives comme les cosmologies rebondissantes ou cycliques, car elles ont été démontrées comme présentant des problèmes similaires. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que l'univers a dû commencer par une singularité. Bien qu'il l'ait pu, ce n'est pas une exigence stricte. Par exemple, il est possible de construire un espace-temps complet dans le passé où l'inflation se produit en modélisant le facteur d'échelle de l'univers, qui détermine le taux d'expansion, comme un exponentiel croissant plus une constante, plutôt que comme un exponentiel pur et simple. En résumé, le grand Big Bang Show, bien qu'étant la meilleure description que nous ayons de notre univers primitif,
n'était pas le début absolu. Il y a une limite à laquelle nous pouvons remonter en arrière pour extrapoler la température et la densité de notre univers riche en matière et en rayonnement. Avant le grand Big Bang Show, il y avait une phase d'inflation cosmique qui a préparé et conduit au grand Big Bang Show. Pendant l'inflation, l'espace était rempli d'énergie, non de matière et de rayonnement, et il s'est étendu sans relâche de manière exponentielle. L'inflation ne pouvait pas avoir continué indéfiniment, et doit avoir pris naissance à partir d'un état préexistant non inflationniste. Malheureusement, nous avons une connaissance limitée de cet état antérieur, sauf pour les nombreuses choses que nous pouvons dire avec certitude qu'il n'aurait pas pu être. Nous ne vivons pas dans un univers où la matière flotte dans l'espace vide. Nous vivons dans un univers de champs d'énergie qui se répandent à travers l'univers et interagissent entre eux, créant tout ce que nous voyons dans le processus. Lorsque nous contemplons l'immensité du néant, le vide infini, la mort, il est étonnant de voir comment le concept de néant peut évoquer une telle peur. William Shatner, à l'âge de 90 ans, s'est embarqué dans un voyage spatial anticipant de rencontrer le mystère de l'univers, seulement pour découvrir qu'il n'y avait pas de mystère, pas de majesté à contempler. Tout ce que j'ai vu, c'était la mort. J'ai vu le froid, le noir, le vide enveloppant, tout englobant. C'était différent de toute noirceur que l'on peut voir ou ressentir sur Terre. C'était profond, enveloppant, tout englobant. Pourtant, dans un autre paradoxe du néant, Shatner n'observait pas vraiment un vide. Plutôt, il regardait un vide où, à ce moment même, beaucoup de choses se passaient qu'il ne pouvait pas voir. La théorie des champs quantiques se tient comme l'une des théories les plus réussies en physique, réputée pour sa précision remarquable dans la prédiction des résultats de diverses expériences. Selon cette théorie, notre univers ne consiste pas en matière flottant dans l'espace vide. Au contraire, c'est un univers de champs d'énergie qui imprègnent l'espace et interagissent, donnant naissance à tout ce que nous observons, y compris nous-mêmes, car nous faisons partie intégrante de ces champs. Certains physiciens décrivent ces champs comme fluides, semblables à l'eau dans une piscine, tandis que d'autres les comparent à une pièce remplie de différents niveaux d'énergie, comme un champ de chaleur distribué. Ces champs sont en mouvement constant à cause des fluctuations quantiques, des changements brefs dans l'énergie qui ressemblent à des ondulations dans une onde, causées lorsque des forces extérieures excitent les particules à l'intérieur du champ. Par exemple, un électroaimant peut induire des changements dans un champ électromagnétique. Même dans leur état d'énergie le plus bas, connu comme l'état de vide, les champs présentent une activité continue. Des paires de particules positives et négatives empruntent constamment de l'énergie au vide, se matérialisent brièvement, puis disparaissent, rendant l'énergie au vide. Ces entités éphémères sont appelées particules virtuelles. Lorsque le champ est excité ou atteint un point d'énergie plus élevé, il a des ondulations ou des vagues qui créent des particules élémentaires qui ne sont pas annulées. Ce sont ces particules qui restent, interagissant les unes avec les autres, qui créent le monde que nous connaissons. Les particules créées par le champ dépendent du type de champ en question. Il existe différents types de particules de matière associées à des fermions spécifiques, tels que les électrons, les quarks up et down, qui sont des constituants fondamentaux de tous les atomes, et les neutrinos. En outre, ces fermions interagissent à travers trois types de champs. L'électromagnétisme, qui implique les photons comme particules, la force nucléaire forte avec les gluons, et la force nucléaire faible avec les bosons W et Z comme particules. Selon le physicien théoricien de Cambridge, David Tong, sans les champs de force, les particules de matière dériveraient essentiellement sans but dans l'univers, sans interaction et sans comportements intéressants. Puis il y a le champ de Higgs, que Tong compare à de la mélasse répandue dans l'univers. Le champ de Higgs confère une masse aux autres particules, les empêchant de se déplacer à la vitesse de la lumière. Tong reconnaît que cette métaphore est imparfaite, car elle implique une friction, alors qu'en réalité, diverses particules interagissent avec le champ de Higgs de manière distincte. Tous les champs, y compris les champs de matière et de force, sont présents partout, mais ils interagissent de différentes manières. Certaines particules à l'intérieur de ces champs s'ignorent complètement, tandis que d'autres interagissent, donnant lieu à des réactions et à des structures complexes. La collaboration de ces champs englobe tout, ce que nous comprenons et observons, ainsi que beaucoup qui restent inconnus et au-delà de notre perception.
Étrangement, la création de particules qui constituent la matière est une exception. Par exemple, un atome vient à l'existence lorsqu'il y a suffisamment d'énergie dans les champs de quarks pour produire des quarks qui ne sont pas annihilés par des quarks d'antimatière. Si la raison de cette occurrence n'est pas entièrement comprise, les gluons, qui sont des particules associées à la force forte, lient 2 quarks up et un quark down pour former un proton. Ensuite, les gluons lient les protons aux neutrons, créant un noyau. Les physiciens théorisent que l'univers visible est composé de restes qui ont réussi à survivre à la création et à la destruction constante de particules virtuelles. Cependant, il convient de noter que les particules constituant la matière noire présentent un cas distinct. Même si l'univers déborde de particules virtuelles, cela n'élimine pas entièrement le concept du néant. Premièrement, il y a le néant qui précédait le Big Bang, un domaine que nous ne comprenons pas encore. De plus, la nature de ce néant, composé de vastes champs d'énergie quantique, semble être quelque chose qui produit une combinaison d'ingrédients, à savoir la matière et la force, culminant dans la création de notre monde. Les physiciens ne sont pas certains de pourquoi, après le Big Bang, certaines particules élémentaires ont réussi à persister. Dans son livre « A Universe from Nothing », un univers à partir de rien, le physicien, théoricien et cosmologiste Lawrence Krauss a suggéré que la réponse réside dans la preuve de la nature fondamentalement instable du néant, qui donne naissance à des particules élémentaires. Il existe également la possibilité que l'ensemble de l'univers ne soit qu'une grande particule virtuelle. L'hypothèse du génésis du vide théorise que l'ensemble de l'univers a commencé comme une grande fluctuation dans le néant qui l'a précédé. Bien que cela n'ait pas été prouvé, c'est une idée intéressante à considérer. Au final, tout, ce que nous sommes, vous, moi, l'ensemble de l'univers, revient à un grand néant. Peu importe à quel point vous pouvez imaginer un univers vide avec absolument rien dedans, cette image mentale ne correspond pas à la réalité. Insister sur la validité des lois de la physique suffit à écarter l'idée d'un univers véritablement vide. Tant qu'il y a de l'énergie en son sein, même l'énergie de point zéro du vide quantique est suffisante. Il y aura toujours une forme de rayonnement qui ne peut être éliminée. L'univers n'a jamais été entièrement dépourvu de contenu, et tant que l'énergie sombre ne se décompose pas complètement, il ne le sera jamais. L'univers est tel qu'il est, et bien que nous nous efforcions de le comprendre du mieux que nous pouvons, nous devons rester humbles face à l'immense inconnu cosmique. Le seul conseil que je puisse vous donner est celui-ci. Embrassez la curiosité qui nous pousse à explorer, à questionner et à découvrir les mystères qui continuent de se dévoiler. Et c'est tout pour la vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez appréciée. Merci d'avoir regardé et consulté cette vidéo